Un rural, vous allez lui demander qui il est. Il va dire, t'es un rural, toi? Moi? Oui, oui, moi je suis un rural. Mais au fond, qui tu es? Moi, j'en sais rien, moi, demande un urbain. Hein? D'ailleurs, urbain, dans le dictionnaire, hein, ça définit quelqu'un qui a des manières et des dispositions raffinées, courtoises et polies. Hein? Et au XVIIIe siècle, s'urbaniser, ça ne voulait pas dire monter à la ville. Hein? S'urbaniser, eh bien, ça voulait dire acquérir des manières raffinées, courtoises et polies. Je vais donc tenter de réaliser devant vous un rural qui s'urbanise. Alors je reprends, hein. Alors je vais m'urbaniser parce qu'il faut bien. Alors, voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, le rural, vous voyez, en gros, il descend de l'arbre. Tout ça pour dire qu'en fait, alors que bien souvent, rural et urbain, on pense que c'est un marqueur géographique, eh ben, on oublie en fait de dire que c'est aussi un marqueur social, qui fait que rural est défini en négatif par rapport à urbain, et que rural, en fait, est une disqualification sociale. Un jugement dévalorisant, disqualifiant. Mais attention, parce que parfois, urbain, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Vous connaissez les musiques urbaines? Hein? Les musiques urbaines, vous avez ça, là, dans les victoires de la musique, là. Et maintenant, dans la musique, pardon, excusez-moi. Dans la catégorie des musiques urbaines, ah, vous avez ça? Les musiques urbaines, c'est... Voilà, le rap, hein, l'expression musicale de la culture hip-hop. Hein, dans la culture hip-hop, vous avez les vêtements, vous avez le graphe, voilà, bon, la danse, et puis vous avez le rap. Bon, alors là, je me pose deux questions. Déjà, n'y aurait-il pas d'autres musiques qui trouvent leur origine en ville et qui mériteraient le qualificatif d'urbain? Je sais pas, moi, Mozart, il vient de Vienne, non? Les Beatles, ils sont de Liverpool. Et d'autre part, pourquoi du rap, on n'en écoute pas en campagne? Encore mieux, on n'en fabrique pas du rap en campagne? Alors, si effectivement le rap trouve, d'un point de vue géographique, son origine en ville, d'un point de vue philosophique, je dirais même d'un point de vue politique, ce qui serait quand même plus pertinent pour qualifier un mouvement culturel, mais en fait, le rap trouve son origine dans l'expression de catégories de population défavorisées et stigmatisées. Le rap, c'est une résistance à la domination culturelle par des populations défavorisées et stigmatisées. Vous l'imaginez, là, l'autre, là, aux victoires de la musique, là. Et maintenant, dans la catégorie de musique de population défavorisée et stigmatisée, les dominés sont... Bon voilà, tout ça pour dire que finalement, rural et urbain, eh bien, en fait, ça sert bien souvent à ne pas dire une réalité, à cacher une réalité, à l'élimiter de notre champ de vision et de pensée. Et en fait, ça cache quoi? En fait, ça cache les classes populaires, qu'elles soient de campagne ou de quartier. On va chercher ce qualificatif de rural et urbain pour cacher cette réalité-là. Et pour cacher, je dirais, tous ces lieux de relégation sociale, tout ce qui est de l'autre côté du périph', finalement. À la politesse du bourgeois, on oppose la rusticité du rural et la sauvagerie du barbare. Voilà, donc elle parle de ça, cette conférence. Alors, ouais, en fait, chez mes parents, nous, quand on mangeait, on regardait pas la télé. C'est pas que mes parents étaient contre, hein. C'est que mes parents causaient tellement, mon frère causait tellement,
que, en fait, il n'y avait pas la place pour la télé. En plus, mon père était quand même dur de la feuille, ce qui fait que de toute façon, on n'entendait pas la télé, enfin bon, ça marchait pas. Et puis un coup, là, qu'on était en train de manger, il y a ma mère qui dit comme ça, elle fait « Oui, parce que nous, les classes moyennes... Puis alors, du coup, je regarde ma mère, et puis je lui fais « Bon, tu rigoles, nous, on n'est pas classe moyenne, je vais te dire, nous, on est classe populaire. » Là, ma mère, elle fait « Oh !» Oh bah quand même. Oh, bah on est classe moyenne quand même. Bah, j'ai dit, ah bah non, alors là, désolé, bon, mais alors, nous on est classe populaire. Elle fait, oh, oh, oh bah dis donc. J'ai dit, bah écoute maman, si j'ai bien compris, nous, on est classe populaire. Et ma mère, oh bah, on me dit quand même, et en me montrant le frigo, la gazinière, le lave-vaisselle, la table en formica, elle me dit quand même, ouvre les yeux, on est quand même bien classe moyenne, ça se voit, non? Alors moi je lui dis, mais non maman, écoute, ça se calcule pas comme ça, enfin, je sais pas, toi t'étais à l'école ménagère, après t'as travaillé dans une usine de bouchons, là tu fais des ménages chez les petits vieux pour le CCAS, voilà, papa il est ouvrier d'usine, nous on est classe populaire, alors là... Je venais de casser un mythe. Mes parents commençaient à regretter que leur mioche avait aidé à la fac. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu de 100 000 Bourdieu. Vous vous souvenez de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'ancien gouvernement? Ouais, vous vous en souvenez? Pardon? Ah, c'était pas Pécresse, elle était... C'était un grand sympa, là, qui était vachement avenant, super sympa. Ferry, non. Ah ouais, ça remonte à bien plus longtemps, ça, quoi. C'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il est sympa, Laurent Wauquiez. C'est vrai, il est grand, il est sympa, il est avenant et tout. En plus, il est jeune, il a mon âge. Alors, c'est marrant parce que la moyenne d'âge à l'UMP, c'est 68 ans. Et qui c'est qui nous ont mis au gouvernement? Laurent Wauquiez. Bon, enfin, c'est quand même pas en coupant les oreilles d'un âne que t'en fais un cheval de course. Hein. Non, attendez, j'ai pas dit que Laurent Wauquiez était un âne. J'ai pas dit non plus que je le pensais pas. Non, j'ai dit de manière très précise que c'est pas en maquillant la réalité que t'en changes le contenu. Hein. Et ben vous savez quoi, Laurent Wauquiez, en 2011, il a sorti un bouquin qui s'intitule « La lutte des classes moyennes ». Camarades, tous ensemble avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Lolo, Laurent Wauquiez. Ouais. Laurent Wauquiez, un espèce de marxiste moyen, quoi. Bon, on va reprendre les classes moyennes. Alors, vous savez, les classes moyennes, elles sont là, d'accord? Ça veut dire qu'au-dessus, vous avez les classes supérieures, et en dessous, vous avez les classes inférieures. Populaires. Voilà, alors d'où ça lui vient cette idée-là de la lutte des classes moyennes? En fait, Laurent Wauquiez, il travaille avec un think tank qui s'appelle, vous connaissez les think tanks, là, c'est laboratoires d'idées. Hein, voilà, vous savez, des laboratoires d'idées qui travaillent sur des analyses déjà préfaites ou déjà prépensées et qui fournissent des politiques publiques clés en main. Eh bien, la droite sociale, qui est le courant au sein de l'UMP de Laurent Wauquiez, travaille avec la Fondapol de Dominique Régnier, qu'on peut écouter sur France Inter et sur la télévision nationale de Dominique Régnier. Et donc eux, ils ont fait une enquête sur qui sont les classes moyennes, et c'est, je dirais, leur dada, hein, c'est vraiment leur cheval de course, là, du coup. Voilà, et en fait, cette enquête, c'est marrant parce que eux, leur principe de construction de ce que c'est qu'une classe sociale, pour eux, c'est il suffit de leur demander. Alors, je ne sais pas s'ils ont demandé à ma mère, mais en tout cas, eux, ils arrivent jusqu'à 65% de la population française est classe moyenne.
que Laurent Wauquiez, lui, il n'est pas à ça près. Lui, il dit carrément que c'est 70% de la population française. Alors, l'autre fois, j'étais tombé sur un article, c'est un éditorial de Ouest France. Hein, c'est parce que dans l'Ouest, on a Ouest France. Et en fait, il y avait un article, ça s'intitule la chasse aux classes moyennes. Et en fait, dans cet article, voilà ce que nous dit Jean Boissonnat. Si on définit l'appartenance aux classes moyennes à partir des revenus de chaque famille, eh bien cette catégorie sociale représente 58,7% de la population française. C'est précis, ouais. Et bon, Laurent Wauquiez lui dit 70%. Et en plus, Laurent Wauquiez il dit que cette classe sociale, elle est rendue invisible. Alors ça m'a fait penser à un bouquin qui s'appelle La France invisible. Et je l'ai rapporté. Hein, La France invisible. Alors ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a un article dedans qui s'intitule des classes populaires presque invisibles. Donc du coup, ça m'a intéressé, je l'ai regardé. Et en fait, Henri Rey propose une définition d'un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz. Et voilà ce qu'il nous dit sur ce que sont les classes populaires. Classe populaire, position subalterne dans la division du travail, position peu élevée dans la distribution des richesses et des statuts, précarité. Et de façon combinée, un éloignement par rapport à la culture scolaire et savante, et des manières spécifiques de style de vie, de manière d'être et de penser. Et en fait, Olivier Schwartz, lui, il nous dit que si on veut définir ce que c'est que des classes populaires, eh bien, il faut prendre tous les ouvriers, tous les employés, auxquels il faudrait, en théorie, rajouter la partie la plus modeste des paysans, des artisans et des commerçants. Alors, on va s'arrêter simplement sur le pourcentage d'ouvriers et d'employés. D'après vous, en France, les ouvriers et les employés constituent combien en pourcentage de la population? En gros, ça ressemble à quoi? Population active ou ouais, population active, bien sûr, ouais. Population active, ça ferait quoi d'après vous? 40%. 40%. Plus, moins? Plus, 60%? Ouais, c'est difficile à savoir. Du coup, quand on pose la question, ça va de 80 à 20. Vous voyez, c'est un petit peu le grand écart. Hein, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a du mal à savoir, voilà, quelle est la réalité de la population française. Bon, alors, vu que nous, on défend beaucoup l'apeuprisme, c'est juste au-dessus de la moitié. D'accord? En gros, voilà, c'est 52, 53, 54%. Alors, on ne va pas se batailler sur les chiffres. Voilà, c'est plus de la moitié. Juste un petit peu plus de la moitié ouvriers employés en France. Alors, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à voir, en fait, qui compose la population française. Hein. Alors, c'est sûr que quand on voit, par exemple, la représentation médiatique des ouvriers, hein, alors que les ouvriers sont 4 fois plus que les cadres, eh bien, les cadres, à la télévision, on les voit 40 fois plus. Vous voyez? Et le taux d'ouvriers à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en termes de représentation politique, eh bien, il est tellement bas qu'une puce à genoux lui pisserait dans la goule. Bon, ça c'est une inégalité sociale hein, majeure. Alors, ces inégalités-là, elles sont aussi territorialisées. Elles ne sont pas les mêmes partout. D'ailleurs, vous avez un anthropologue du monde rural qui s'appelle Jean-Didier Urbain. C'est incroyable. Hein. Bon, bah lui, il prétend qu'en fait, à dominante rurale, le taux d'ouvriers employés monte jusqu'à 61%. Hein, et voilà, c'est vrai que si on repart vraiment d'un point de vue géographique, le monde rural est plus pauvre que le monde urbain. Vous avez une enquête qui a été faite par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, hein, qui démontre ça, qu'en fait, la précarité est plus grande dans les campagnes et correspond plus à des familles et en ville plutôt à des personnes seules et isolées. Bon, alors c'est vrai, voilà, les villes, globalement, elles sont un petit peu plus riches. Vous savez, par exemple, l'espérance de vie, vous savez où est-ce qu'elle est la plus forte en France? Ah, c'est vrai? Ouais. C'est ici. Ici, vous savez tous. C'est génial. En bonne santé en plus. Bon, ben,
Ouais, c'est Paris et les Hauts-de-Seine, hein, voilà, c'est là où on paye les SF aussi. C'est pareil. Hein, l'espérance de vie où elle est la plus faible, c'est le Nord et le Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. D'ailleurs, vous connaissez le pays où on vit le plus vieux au monde? Alors, c'est pas le Japon, c'est pas la Grèce. Alors, c'est le deuxième pays le plus proche d'ici. Bah, c'est l'Andorre. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans les 10 premiers pays, vous trouvez 6 paradis fiscaux. Hein? Alors ça, c'est génial, hein, paradis fiscal d'ailleurs, hein, parce que, bon, figurez-vous que moi j'étais, en fait, il y a encore quelques temps, j'habitais en Cerdagne, et j'étais prof au lycée du Mas-Blanc à Bourg-Madame, et nous, on avait des élèves andorrans. Alors, c'est là où on voit, en fait, ce que ça donne, en fait, un paradis fiscal. Il y avait 2 catégories d'élèves. Tu avais les élèves qui dormaient le lundi matin, non pas parce qu'ils avaient fait la fête, mais qu'ils avaient travaillé tout le week-end pour pouvoir se financer leurs études. Et puis, tu avais les autres, genre, je pense à un gars, lui, il se faisait piquer son portable par un prof le lundi, il se faisait piquer son deuxième portable par un autre prof le mardi, il se faisait piquer son troisième portable par un autre prof le mercredi, il avait encore des forfaits limités sur le 4e, le jeudi, quoi. Et j'ai une fois, ma collègue était rentrée comme ça dans la salle des profs, et elle avait dit la chose suivante, elle avait dit « Oh, moi j'en ai marre de cette Natalia. Je lui ai mis un mot sur son carnet de correspondance, ça fait 2 mois que ça dure, elle me dit que son père est toujours à Miami. » Voilà, le paradis fiscal, quoi. Bon, alors, pour voir en quoi, alors, pour dire que c'est sûr que géographiquement, il y a des différences, hein, voilà, des inégalités sociales d'un point de vue géographique. Mais pour voir en fait que ça reste le marqueur social le plus pertinent, je vous propose un petit jeu de milieu de conférence. C'est le moment PMU, PMU de cette conférence. Il y a eu un message subliminal. Hein, alors, je vous propose, vous allez essayer de trouver, on va réfléchir sur le revenu médian. Alors attention, hein, revenu médian, c'est pas le revenu moyen. Hein. Si on calcule le revenu moyen, par exemple, de la salle, il faudrait prendre le revenu de chacun, on divise par tête de pipe, et puis on a un revenu moyen. Ce qui fait que s'il y a un couillon parmi nous qui gagne des milliards, on tire les draps vers lui. Non, le revenu médian, c'est le revenu qui sépare la population en deux. La moitié gagne plus de la population, et l'autre moitié de la population gagne moins. D'accord? Alors, je vous propose, vous allez avoir 3-4 minutes par groupe de 3 ou 4. Essayez de me trouver le tiercé gagnant des 3 départements où le revenu médian est le plus bas. Ça vous dit? Alors, je vous donne un indice. Ce sont les 3 figures stéréotypiques du prolo, du populo, bref, du populaire. Allez, 3-4 minutes. Et puis on se partage ça. Bon, l'idée c'est le tiercé gagnant, hein, c'est ça qui rapporte le plus. On joue pas placé hein, ce soir, hein, tiercé gagnant, simplement. Allez, c'est parti. Ah oui, eux aussi. Oui, on dit que ça suffit. Peut-être oui, oui. Ça, c'est le rêve de notre paradis. Ouais. Oui. En même temps, bien. Allez.
Allez, qui est-ce qui veut proposer le tiercé gagnant? Alors, on va prendre un groupe. Alors là-bas, tiercé gagnant, proposition? Alors, Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis et Pyrénées-Orientales. et Pyrénées-Orientales. Le tiercé n'y est pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre tiercé? On n'est pas loin quand même. Hein. Alors, il y aurait l'Aude, Pyrénées-Orientales et le Pas-de-Calais. Ouais, alors on n'est pas sur les trois figures stéréotypiques du populo quand même, entre l'Aude et les PO, je ne sais pas quelle différence vous feriez. Ok, ici Corrèze, Lozère et l'Orne. Ah non, on n'y est pas. Bon, en fait, la bonne piste, hein, c'est la première proposition. Alors déjà, il y a le Pas-de-Calais. Ça, déjà, il y a le Pas-de-Calais. Alors, mais c'est pas la première proposition. Allez, bon, je vous le dis, hein, en fait, le premier, eh bien, c'est la Seine-Saint-Denis. Eh ouais, c'est le 9-3. Bah alors de loin. Eh bah ouais, le tiercé, c'est ça qui rapporte quand même. Faut jouer les chevaux un petit peu. Ouais, le 9-3. 1241 €. La moitié de la population du 9-3 gagne moins de 1241 €. Bon, bah oui, ça c'est la figure en fait du populaire de quartier, hein, de populaire urbain. Et si on a du mal à le percevoir, c'est que, bah oui, à force de parler du 9-3 comme ces zones de non-droit, ces cités, où même la police ne peut plus rentrer, eh bien on oublie de dire que bah, ce sont des lieux de relégation économique et sociale. Hein. Le 9-3 est stigmatisé et folklorisé, à coups de ziva et vas-y et ziva, quoi. Bon, deuxième département, le Pas-de-Calais, 1267 €. Hein, bah là, même chose, hein, le Pas-de-Calais, on a du mal, enfin on sait que c'est assez pauvre, mais ça aussi, c'est des régions qui sont fortement stigmatisées et folklorisées. Je ne sais pas d'ailleurs si Bienvenue chez les Ch'tis ont participé au renouvellement de l'image qu'on a de ce département. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match de foot Lens-Paris. Hein, ça vous dit quelque chose, hein, les supporters du PSG avaient mis une grande banderole où ils avaient noté pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. D'ailleurs, c'est là où vous voyez qu'il y a des points communs entre les supporters du PSG et certains journalistes du Nouvel Obs, du Figaro et de TF1. Hein, regardez pour ça la conférence gesticulée de mon collègue Philippe Marquet sur les médias, ou les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre et d'Yves Kergoat, hein, où il parle du traitement médiatique de l'affaire Doutreau. Notamment, voilà, il y avait des journalistes parisiens donc, qui disaient que la pédophilie, en fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était une culture locale. Voilà. Pour l'affaire Doutreau. Hein. Voilà, et bien le Nord-Pas-de-Calais, même chose, folklorisé par Danny Boone et stigmatisé. Bon, ça c'est cette figure en fait du rural ouvrier, périurbain, rural, ouvrier. Hein. Bon, dernière figure, celle qui manque, c'est bah, le bon vieux rural profond. Donc, la Creuse. C'est génial. Bah oui, la Creuse. Alors la Creuse, alors que c'est les contreforts du Massif central, hein, quand même, hein, enfin, la moyenne en gros est 500-600 mètres d'altitude quand même hein, pour la Creuse, et pourtant c'est le rural profond. Hein. Voilà, cette figure du rural vieillissant, agricole, extensif. Bien, et ben la Creuse, voilà, la Creuse est bien folklorisée et stigmatisée. Alors, comment appeler ce phénomène discriminatoire qui repose en fait sur une discrimination sociale. Hein. Parce que tous les systèmes de discrimination ont un nom. Hein. Une discrimination par la race, on appelle ça le racisme. Une discrimination par le sexe, on appelle ça le sexisme. Et une discrimination par le social, on appellerait ça comment? Ouais. Ok. Bon d'accord, alors dans l'état où est le socialisme en ce moment, on peut tout se permettre, l'histoire de secouer tout ça. Alors c'est le troisième chapitre de cette soirée, hein, c'est en fait finalement l'histoire du socialisme, hein, c'est-à-dire de la domination des classes populaires, hein, en matière de, moi ce que je connais, c'est-à-dire en matière de campagne. Hein, voilà, alors quelle est l'histoire du socialisme? Eh bien en fait c'est l'histoire du petit coin de l'anneau.
ce qu'on peut aussi appeler les 3 états de la ressource rurale. Alors ce petit coin de l'Anneau, là, ce petit terrain de famille, son vrai nom dans le cadastre, c'est pas le petit coin de l'Anneau, nous on l'appelait comme ça. En fait, son vrai nom, c'est les Rôtis, la Petite Noé. La Petite Noé, c'est le nom du village, enfin du lieu-dit, parce que vous savez, chez nous, un lieu, on appelle ça un village. Et les rôtis, eh bien, ça vient de cette période du Moyen-Âge où, pour créer des terres cultivables, eh bien, on défrichait, on coupait la lande, et on organisait des gros brûlis sur des terres plutôt de mauvaise qualité. Voilà, on brûlait la lande, on rôtissait la lande. Et en fait, bah, ce terrain, c'était ça, c'était des rôtis. Et puis en fait, mes aïeux ont planté des pommiers, mais après des pommiers acides, avec des pommes acides, hein, pour faire du cite. Hein, des cides, on dit ça comme ça. Hein. Moi je me souviens quand j'étais petit, il fallait ramasser les petites pommes, là, vous savez, les petites pommes acides pas bonnes, là. En plus, il fallait ramasser ça à l'automne dans des herbes qui étaient hautes comme ça. Moi j'avais les pieds guenés, les mains guerouées, là. Oh. En plus, mon père me disait, faut prendre des pourris, parce que c'est ça qui fait du bon site. Et ben, il y a un gars dans le Finistère, une fois qui était dans le fond de la salle, qui avait dit, ah, mais il en faut pas de trop. Et il avait bien raison. Ah, parce que nous, notre site, là, si on en récupérait la moitié, tellement il moussait le site, il était nerveux. Hein. Eh ben, on avait de la chance. Hein. D'ailleurs, ma mère a toujours dit que les chapelets ne savaient pas faire du bon site. Hein. Je m'appelle Chapelet. Hein. Et ils ne savaient pas faire du bon site. Bon, eh ben, finalement, avoir un verger pour faire du site, eh ben, ça, c'est le premier état de la ressource rurale. Là, c'est plus pour l'autoconsommation, dans le cadre d'une économie de subsistance. Et en fait, c'est l'utilisation jusqu'à l'exploitation des ressources naturelles, hein, qui va donner bien, le secteur de l'agriculture, de la pêche, des mines, des gaz de schiste, et aussi de lieux de stockage, hein, des ordures ménagères jusqu'aux ordures nucléaires, quoi. Voilà. Et puis il y a une règle au niveau de l'État français, c'est quand on n'a plus assez de ressources naturelles dans l'enceinte métropolitaine, eh bien les ressources, on va les chercher où? Eh bien dans les colonies ou les néocolonies. Et puis bah, mes parents sont partis dans la ville d'à côté, à Châteaubriand, pour bosser en usine. Et bien ça, c'est le deuxième état de la ressource rurale. C'est la ressource humaine. Alors pour travailler dans les usines, mais bien avant, la ressource humaine, bah, c'était la chair à canon, hein, pour les armées napoléoniennes, et puis pour la guerre 14, pour 39-45. Hein. Et vous avez aussi une règle, hein, qui s'applique, hein, c'est la règle d'État, hein, normale, quand on n'a plus assez de ressources humaines dans l'enceinte métropolitaine, et ben on va les chercher dans les colonies ou les néocolonies. Ça donnera les tirailleurs sénégalais, algériens, et puis ça donnera aussi toutes ces vagues d'émigration de ces travailleurs qui partent de chez eux pour espérer un avenir meilleur. Voilà, et puis, donc ça c'est le deuxième état de la ressource rurale, et puis ben, à un moment donné, ben, mes grands-parents, à qui appartenait encore le terrain, le petit coin de l'Anneau, eh ben, sont décédés. Ma mère, elle a hérité du terrain, mon père, lui, il a hérité du chantier. Et pas pareil. Alors, le premier truc qu'a fait mon père, il a rasé tous les pommiers. Ah bah moi j'étais content, moi. Ouais, il n'y avait plus ça à faire. Ah, royal, place propre. Bon, il a replanté des pommiers, mais pas des pommiers à site, hein, des pommiers à couteau, à croquer. D'ailleurs, plutôt des pommes de bonne variété. Et puis il a planté aussi un saule pleureur, un noyer, un platane. Il a fait un petit coin pour faire de la pétanque. Et puis, bien entendu, il avait toujours en projet de refaire la barrière en ferraille, je veux dire, bon, avec un petit zigouigoui en fer forgé, 4 couches d'après-rouille, 5 couches de peinture, un truc costaud, quoi. Bon, et ben en fait, ce petit terrain était devenu, finalement, un terrain pour retraités, un terrain de loisirs. Et ça, c'est le troisième et dernier état de la ressource rurale. C'est je vais à la campagne, à la montagne ou à la mer pour me ressourcer. Oh, ça fait du bien d'aller à la montagne. Oh,
j'en voyais, moi, quand j'étais en Cerdagne, là, les gars qui font oh là là, j'ai fait du snow, du surf, j'ai fait de la rando, tout ça, j'ai vu 3 marmottes, là. Oh là là, putain, ça fait du bien de voir 3 marmottes. Allez. Bon, allez, je vais retourner en ville, faire du management, du marketing, de l'expertise. Alors, c'est là aussi où il ne fallait pas leur dire qu'en fait, parce que des fois, ils disaient oh, les marmottes pyrénéennes, elles sont trop belles. Alors là, il ne faut pas leur dire qu'en fait, les marmottes pyrénéennes, elles n'existent plus, on les a toutes bouffées, enfin, on a fait des grandes toilettes ou des trucs comme ça, enfin, hein, et qu'on les a réimplantées parce qu'il y a une règle, c'est qu'il ne faut surtout pas casser le mythe de la ruralité authentique, éternelle, bucolique, de la nature intacte, du bon vieux temps, de la terre qui ne ment pas et du bon sens paysan. Il faut préserver tout ça, il faut cultiver tout ça. Et alors, ce dernier état de la ressource rurale, là, je me ressource, alors ça c'est l'avenir, hein, parce qu'en fait la France, première destination touristique au monde, eh bien, elle se positionne très clairement sur l'économie tertiaire, hein, c'est-à-dire cette économie des services. Et alors ça, les services, c'est génial. Parce que plus ça va, plus ça... On passe de l'économie des services à l'économie domestique, comme à la belle époque, hein, où les pauvres travaillent pour les riches, elles sont à leur service. Hein, vous savez, vous avez toute l'économie de l'hôtellerie, de la restauration, du service à la personne. Hein. Alors ça, c'est génial, c'est le MEDEF en rêve. Ah bah c'est génial ça. Saisonnalité de l'activité, flexibilité des temps de travail, atomisation des salariés, qu'empêche toute mobilisation syndicale, rémunération orale et pâquerette, le MEDEF en rêve. Bon, là c'est simple, hein, ce que je vous ai présenté, les 3 états de la ressource rurale, sur la réalité des territoires, ce qu'on appelle les territoires, sont très variés, hein, selon, là, vous voyez bien qu'ici on est plutôt positionné, bah oui, un petit peu de beaucoup de tertiaires quand même, je voyais en Cerdagne, hein, on peut en parler quand même aussi un petit peu ce soir, quand on voit par exemple la perle Cerdagne, toutes les luttes qu'il y a en ce moment autour de la perle, vous voyez, il y a un glissement en fait de l'activité de service hospitalière jusqu'à l'activité de service touristique exclusivement. Et la Cerdagne, politiquement, eh bien, est abandonnée pour faire simplement du tourisme. D'ailleurs, côté sud catalan, eux, ils considèrent bien que la Cerdagne, hein, c'est l'espace vert de Barcelone. Bon, alors, dans la réalité, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, mais n'empêche que la ligne directrice, c'est de faire cohabiter ces 3 états de la ressource rurale dans un espèce de statu quo mou. Par exemple, de faire cohabiter industrie nucléaire et agriculture bio, pas de problème. Ou par exemple, c'est de pouvoir arriver en aéroport sur un avion low cost, vous voyez, et 1 heure après, je me promène en barque ou en calèche dans un parc naturel régional pour découvrir la faune et la flore. Pas de problème. Et vous savez, moi j'habitais à côté de Notre-Dame-des-Landes, hein, le futur improbable aéroport inutile, le bébé de Jean-Marc Ayrault, faut quand même le dire, hein, l'aéroport, de toute façon.